Nous sommes le jeudi 3 décembre et vous écoutez le 9e épisode du podcast Faut pas pousser les ISO. Vous écoutez Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par Le Monde de la Photo. Cette semaine, nous vous proposons notre deuxième grand guide d'achat de fin d'année. Après une première émission dédiée aux boîtiers, nous nous intéressons aujourd'hui aux optiques et particulièrement aux optiques pour hybrides. Cet épisode est présenté par Tamron, fabricant d'optiques pour réflexes et hybrides numériques. Salut Benjamin. Salut Arthur. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. J'ai hâte de parler d'optique après avoir abordé les boîtiers il n'y a pas si longtemps, mais je préfère parler de ce qui est plus important, les optiques. C'est vrai que c'est notre deuxième guide d'achat. Une fois de plus, on n'est pas seul puisqu'on va se faire aider donc, de grands spécialistes en la matière. On accueille des journalistes spécialisés avec nous. Alors je vais vous présenter, messieurs, et je vais commencer par Adrien Branco. Alors Adrien, toi tu es journaliste spécialisé et tu travailles pour le magazine en ligne 01net.com. Bonjour à toi Adrien et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à tous les deux. Et on a aussi le plaisir d'accueillir pour la première fois également Pierre-Marie Salomez. Toi aussi, tu es journaliste spécialisé et tu travailles pour le magazine Chasseur d'images. Bonjour à toi, Pierre-Marie. Bonjour à vous et bonjour Adrien. Maintenant que les présentations sont faites, on commence l'émission, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine dans le Flash Actu, Tamron lance un nouveau zoom pour hybride Sony APS-C. Sigma dévoile 3 focales fixes hybrides 24-36 en gamme Contemporary. Fujifilm propose un hybride capable de réaliser des photos en 400 millions de pixels. Et demain, c'est la nouvelle date du Black Friday. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Tamron vient d'annoncer le développement d'une nouvelle optique. Il s'agit d'un zoom transstandard 17-70 mm très lumineux pour hybride Sony équipé d'un capteur APS-C. L'objectif dispose d'une grande ouverture constante f2.8, d'une stabilisation optique VC et d'une motorisation autofocus RXD aussi bien adaptée à la photo que à la vidéo. Équivalent à un 25-105 mm, cette optique très polyvalente s'adaptera à de nombreuses situations de prise de vue dans toutes les conditions allant du paysage au portrait en passant par le reportage. L'objectif est compact et léger avec seulement 12 cm de long replié et un poids de 525 grammes. Le futur Tamron 17-70 mm f2.8 DI3A VC RXD devrait être disponible dans le courant du mois de janvier prochain. Si vous voulez en savoir plus sur les objectifs Tamron en monture E, vous pourrez écouter notre émission spéciale sur le sujet qui sera disponible mardi prochain. Sigma développe sa gamme de focales fixes hybrides 24-36 mm en monture Sony E et L. Après le 45 mm f2.8 qui avait marqué les esprits par son nouveau design rétro, le constructeur propose dans la même veine un nouveau 24 mm f3.5, un 35 mm f2 et un 65 mm f2. On retrouve donc un format compact et léger, une construction métal, un design rétro du plus bel effet et 2 bagues de réglage crantées, une pour la mise au point manuelle et la seconde pour le diaphragme. Ces objectifs disposent d'une motorisation autofocus pas à pas et sont compatibles avec les technologies de reconnaissance et de suivi du sujet proposées sur les hybrides Sony, Panasonic, Leica et Sigma. Le Sigma 24 mm f3.5 DGDN Contemporary sera proposé au prix de 539 €. Le 35 mm f2 DGDN Contemporary sera lui proposé au prix de 619 € et le 65 mm f2 DGDN Contemporary sera pour sa part proposé au prix de 699 €. Ces trois objectifs seront disponibles à partir de janvier 2021 et seront proposés soit en monture E, soit en monture L. Fujifilm annonce l'arrivée d'une nouvelle mise à jour de firmware pour son hybride moyen format, le GFX 100. Un nouveau mode devrait voir le jour qui offrira la possibilité de capturer des images en 400 millions de pixels. Le GFX 100 est équipé par nature d'un capteur de 100 millions de pixels et se servira de la stabilisation capteur pour réaliser 4 photos différentes décalées de quelques micromètres qui seront ensuite fusionnées pour obtenir une seule et même image de 400 millions de pixels. Affaire à suivre. Et enfin, pour terminer, demain, normalement, se déroulera finalement le Black Friday, une journée de promotion exceptionnelle pour faire ou se faire plaisir avant les fêtes de fin d'année. Cette année, la date a été déplacée en raison de la fermeture des commerces avec pignon sur rue, dit non essentiel.
Tous les réseaux de magasins photos spécialisés, comme par exemple Fox, Camara, Images, mais aussi les boutiques indépendantes, comme par exemple Cirque ou Objectif Bastille, proposent des offres exceptionnelles qui sont souvent cumulables avec les opérations proposées directement par les marques. Autant vous dire que ces magasins spécialisés ont particulièrement besoin de soutien en cette période et sauront vous apporter tout le conseil nécessaire pour vous orienter vers le matériel qui vous convient. Nous vous incitons donc grandement à faire appel à eux. Alors messieurs, qu'est-ce que ça vous inspire, ces actus? Il paraît que la photo est morte, ça n'a pas l'impression, non? Avec le nombre d'annonces de lancement qu'il y a. Non, mais parce que quand on regarde les chiffres de vente, les trucs qui sont très alarmants, c'est surtout une question de référentiel. Tous les volumes de compact, de bridge et tout ça se sont effondrés. Alors effectivement, en partant de si haut, quand tout le monde faisait des photos uniquement avec un appareil photo, effectivement, ça fait mal. Il y a plus d'un spécialiste qui dit qu'on revient. Alors là, c'est pas moi qui vais en parler le mieux parce que j'étais à peine né, je suis né en 81, mais qu'on revient au volume des années 80 et donc la photo redevient encore plus passion, pro, machin. Donc la photo n'est pas morte. Déjà, voilà ce que ça m'inspire d'entendre toutes ces annonces. Et pourtant, tu as reçu peut-être comme nous le communiqué de la Photokina, un petit peu sombre justement dans l'énoncé. Oui, mais il faut mettre quand même la chose en perspective. Bon, d'abord, il y a quand même la pandémie qui a mis tout le monde à plat. Donc, c'est pas étonnant que dans le domaine de l'événementiel, des acteurs jettent l'éponge, primo. Ils l'ont mis en stase, alors ils l'ont arrêté indéfiniment. Ils ont quand même été particulièrement nuls. Je ne sais pas si vous vous rappelez qui était à la dernière Photokina, là. Si, on y était. Je crois qu'on y était tous. Bon, je ne sais pas si vous vous rappelez quand même quand on en discutait entre nous. C'était donc, pour parler aux auditeurs, la Photokina, c'est le plus grand salon matériel photo du monde qui a lieu tous les 2 ans à Cologne depuis plus de 70 ans. Et ils ont jeté l'éponge. Il faut que vous sachiez qu'en 2018, le septembre 2018, on nous annonçait une Photokina pour dans 9 mois. C'est-à-dire qu'au lieu d'être tous les 2 ans, ils voulaient le faire tous les ans. Et au lieu de laisser respirer une année, ils se sont dit « on va organiser une Photokina direct en 2019 ». Et jamais les constructeurs n'avaient assez de nouveautés. Donc, dès l'annonce de la Photokina, je crois que c'était quelques jours ou semaines après, directement, il y avait des grandes marques comme Sony et consorts qui disaient « Ah ouais, non, mais là, on vient déjà de payer des stands. Non, on ne sera pas de la partie. » Donc, ils ont quand même gaspillé beaucoup d'argent. Ils ont perdu du temps. Ils ont fait des erreurs de stratégie. Et c'est pas gravé dans le marbre qu'il y ait un salon sur la photo comme ça à Cologne. C'est pas gravé dans le marbre non plus qu'elle disparaisse définitivement. Ils n'ont pas définitivement gelé l'éponge. Ils ont gelé les projets. Et il faut aussi mettre en perspective le fait qu'il y a eu de grosses erreurs d'organisation, d'appréciation, de stratégie. Ok. Pierre-Marie, qu'est-ce que t'en penses, toi, des 400 millions de pixels sur un GFX 100 ? Gadget ou vraie utilité ? Non, pas gadget. La stabilisation des capteurs par déplacement contrôlé permet ce genre de prouesse. Après, est-ce que c'est intéressant au quotidien ? Est-ce que c'est intéressant ? Je pense qu'il y a des photographes qui trouveront, comme dans toute avancée technologique, un plus pour pouvoir réaliser des images impossibles autrement. Non, moi, ce que ça m'inspire plus, les autres nouveautés, moi, c'est les prix. Les prix donc des Sigma et Tamron sont pas très élevés, restent dans le raisonnable, et ça, c'est un bon point, puisque c'est vrai que, comme dit Adrien, la photo n'est pas morte, mais il faut faire attention qu'elle ne reste pas qu'un sport élitiste où il faut allonger quelques milliers d'euros sur la table pour pouvoir pratiquer avec plaisir. Donc, lorsqu'on entend des marques d'opticiens qui lancent des produits qui sont à des prix raisonnables, moi, ça me réjouit. Voilà, c'est surtout ça qui me fait du bien. Oui, et puis on va revenir un petit peu sur tout ça, parce que c'est la thématique de l'émission. Mais c'est vrai qu'on attend de la part de marques comme par exemple Canon dans la gamme RF, comme Nikon aussi dans la gamme ZR, de Sony. Sony, il vient avec des 58, il y en a déjà, des choses comme ça, mais c'est vrai d'avoir des optiques un petit peu plus comme ça démocratiques. Il y a un petit bémol pour Sony, il ne faut pas oublier que Sony, au Japon et dans l'esprit de Sony, ça reste une marque d'élite. Donc effectivement, ils sont passés petits dans la photo, ils ont commencé petit à petit, ils ont affronté les grands pour finalement dépasser largement Nikon. C'est pas étonnant que Sony reste dans le haut des prix, comme culturellement Canon, parce qu'ils se revendiquent marque premium haut de gamme. Donc c'est toujours beaucoup plus dur pour eux, même psychologiquement. Je ne sais pas si vous avez rencontré, vous vous rappelez quand même tous les ingénieurs Sony qu'on a rencontrés. Ils sont tellement sûrs de lui, ils veulent faire le meilleur et tout. Donc oui, il y avait besoin d'acteurs à côté qui soient capables de dire non, on va vraiment vendre des trucs aux vrais gens.
Benjamin, c'est le moment de ta story. Cette semaine, tu vas nous parler de l'actualité et plus particulièrement, tu vas revenir sur l'article 24 qui fait tant débat en ce moment de la proposition de loi sur la sécurité globale. C'est Sigma qui cette semaine vous présente la story de Benjamin. Que se serait-il passé si Loopsider n'avait pas diffusé jeudi 26 novembre les images du passage à tabac du producteur de musique Michel Zecler par des policiers le samedi précédent dans le 17e arrondissement de Paris? Captée à l'insu des forces de l'ordre, la séquence, d'une violence injustifiable, contrecarre leurs arguments. Interrogé par la presse, le bras en écharpe, l'homme agressé s'estime chanceux, contrairement à beaucoup d'autres, d'avoir été filmé, déclarant même « Sinon, je ne serai pas devant vous aujourd'hui ». Déjà, lundi 23 novembre, place de la République à Paris, le démantèlement d'un camp de migrants Manu Militari de nuit a fait grand bruit. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est dit choqué par les actes de violence policière relatés en images au cours de ces deux événements. Il a lui-même initié le fameux article 24 de la proposition de loi pour une sécurité globale, votée par l'Assemblée nationale le 23 novembre, visant à pénaliser d'1 an de prison et 45 000 € d'amende toute diffusion d'images d'un membre des forces de l'ordre, je cite, « dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique ». Scandalisé à la vue de ces vidéos, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a pour sa part appelé « Les journalistes doivent faire leur métier, mais on ne peut pas diffuser les images des policiers dans l'intention de leur nuire ». Cela s'inscrit dans un contexte déjà délétère. Le quotidien Le Monde rapporte que selon le syndicat national des journalistes, 200 journalistes ont été empêchés de travailler lors des manifestations de Gilets jaunes. La photojournaliste Véronique de Viguerie nous a récemment confié qu'il était plus facile pour elle de travailler en Azerbaïdjan que dans l'Hexagone. Le photographe syrien Amer Al-Halbi a reçu des coups de matraque en plein visage samedi dernier lors de la marche des libertés. L'article 24 n'est pas abandonné, mais il va être entièrement réécrit. Joëlle Verbruge, avocate pratiquant le droit de la photographie, collaboratrice à Compétences Photo, nous explique pourquoi, d'un point de vue juridique, cette proposition de loi sur la sécurité globale, dans son ensemble, est préoccupante. Je pense en réalité, comme la plupart des juristes, que cet article 24 est à la fois inutile et dangereux. Inutile d'abord parce que la loi contient déjà de multiples incriminations qui couvrent toutes les situations que vise l'article 24. Et j'en ai cité une très longue liste dans mon article, mais en bref, mise en danger de la vie d'autrui, atteinte à la vie privée, notamment quand on révèle la localisation d'une personne, diffamation, injure à l'égard de la force publique, etc. Il y a énormément d'incriminations. Et donc, il y a déjà de quoi réprimer tous ces actes et de quoi poursuivre. Et le fait de poursuivre cette inflation législative va surtout avoir pour effet que les tribunaux vont passer un temps fou à devoir fixer les limites respectives de toutes ces dispositions plutôt que de les appliquer. Donc, pour moi, l'article 24 est inutile. Et il est dangereux en plus parce que le droit pénal en France et dans les démocraties en général est basé sur des incriminations précises et qu'on ne peut pas pénaliser des intentions. Or, l'article 24 vise exactement la diffusion d'une photo avec l'intention manifeste de porter atteinte à l'intégrité des policiers et des gendarmes. C'est déjà pas conforme au principe. Et ensuite, en aval, le seul qui pourrait décider et apprécier cette intention serait le magistrat. Mais je doute fort que sur le terrain, surtout quand on voit les actualités récentes, les forces de l'ordre s'embarrassent de cette distinction. Or, c'est pas la captation des images qui serait interdite, mais leur diffusion, et uniquement lorsque cette fameuse intention existe. Donc, dangereuse pour ça, dangereuse aussi parce que le droit d'informer appartient à tous et pas aux seuls journalistes. Sachant en plus, si on voulait même le limiter aux journalistes, que la notion de journaliste n'est pas non plus clairement définie dans la loi. Donc, en bout de course, on aurait de l'arbitraire à tous les étages et c'est pas du tout acceptable dans une démocratie. Joël nous parle d'un article ? Oui, Joël a rédigé un article ultra complet sur la proposition de loi. Donc, proposition et pas projet de loi. D'ailleurs, elle explique un petit peu, elle revient un peu sur tous ces termes juridiques et c'est très intéressant à lire. Elle explique surtout en quoi cet article 24, qui va donc être totalement réécrit, on vient de l'apprendre, est difficilement, voire pas applicable sur le terrain. Et c'est vraiment passionnant à lire. J'invite vraiment tous les auditeurs à se rendre sur son blog,
un blog et droitphotographie.com, on se rend compte effectivement de l'extrême inertie et difficulté d'une telle mise en œuvre en application sur le terrain. Adrien, toi qui es aussi photojournaliste parallèlement à tes activités sur 01net, tu as un avis toi sur cet article 24 ? Bon, alors d'abord, effectivement, photojournaliste à temps partiel, vraiment, quand j'ai l'occasion de pouvoir me financer mes départs, donc je n'ai pas la pratique du terrain, notamment français long terme. Moi, je fais essentiellement du conflit et sporadiquement. Ça me chagrine d'abord, effectivement, qu'il y ait ces espèces de haine. Hein. Là, on en vient quand même à la détestation. Si vous suivez les trucs des forces de l'ordre sur Twitter, j'en suis quelques-uns, et si vous suivez les journalistes, il commence à y avoir un manque de communication totale. C'est très grave. C'est très grave parce que je suis justement allé dans des pays vraiment pourris dans lesquels la presse a peur de la police et la police ne veut pas se faire dénoncer par la presse. C'est quand même un climat complètement délétère. Après, bon, sur le droit en lui-même et le contenu du texte juridique, je ne pense pas pouvoir dire quoi que ce soit de plus pertinent qu'une juriste. Moi, ça me gêne qu'on mette directement un cadre légal relatif à ces forces de l'ordre, parce que comme elle le dit, il y a déjà de quoi punir, il y a déjà un arsenal. Et de toute façon, ça c'est quand même la plupart des gouvernements successifs ont quand même essayé de surlégiférer. Mais plusieurs fois, j'ai discuté avec des photographes étrangers, ils me disaient « Ah, mais en France, quand même, le droit à l'image, c'est compliqué, vous ne pouvez pas montrer grand-chose. » Et c'est vrai que ça fait bizarre dans la contrée de Douaneau d'avoir tant d'arsenal juridique autour de l'image. Il est bien de protéger les personnes, je pense. Effectivement, faire des photos et dire ce mec-là, ce policier-là, il m'a fait ça, c'est un odieux connard, et l'afficher sur les réseaux, de toute façon, à mon avis, c'est déjà, ça tombe déjà sous le coup de la loi. Et il faut effectivement les protéger. Après, le problème, c'est que tout ça, on sent bien quand même qu'il y a une dynamique globale pour essayer d'entraver le travail de la presse. Il suffit de voir comment la presse fonctionne en Allemagne. Il ne faut pas aller à 10 000 endroits, dans les pays scandinaves, en Allemagne, en Suisse. On peut directement poser des questions au président. On peut remettre en cause l'action d'un policier. Les policiers ont toujours leur tag en Allemagne. J'ai fait des manifestations lors de la Coupe du Monde de football en 2008 à Berlin, où il y a eu de la casse un peu. Je peux vous garantir que tous les policiers de dos et de face ont des tags qui les identifient et qu'ils doivent répondre de la loi s'ils déconnent, ce qui est normal. Et oui, là je défends pas ma corporation, mais dans un premier temps, pour assurer l'état de droit, nous avons besoin d'une police et de force, ça c'est sûr, mais de l'autre, on a le droit d'exiger qu'elle soit irréprochable avant de demander aux autres catégories socioprofessionnelles de se montrer elle aussi irréprochable. Mais d'ailleurs, de par le monde, on voit bien qu'il y a des réactions, et Joël le dit très bien dans son article aussi. Je veux dire, jusqu'à l'ONU, Reporters sans frontières, évidemment, tout le monde s'émeut et s'alarme un petit peu de ce qui est en train de se passer. Quand on parle de l'éventualité de peut-être accréditer les journalistes à des manifestations, enfin voilà, on tombe un petit peu de nos chaises. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire, Pierre-Marie ? Un peu les mêmes réflexions que celles d'Adrien, et puis bien argumentées par les propos de Joël. Non, ce que je voudrais juste dire, c'est que je reconnais plus très bien mon pays. Je ne sais pas trop dans quel endroit on veut nous emmener. D'un côté, on est la patrie des droits de l'homme, et de l'autre, on se contente juste de l'avoir écrite, quoi. Donc, oui, je sais pas. Je comprends pas bien mon pays, et ça m'inquiète un petit peu, même un peu beaucoup. Oui, je pense que c'est un sujet très complexe et on va être amené à en reparler dans les semaines et dans les mois à venir. Merci Benjamin. Je vous propose une petite respiration. On revient après une petite publicité et on attaque notre guide d'achat spécial optique. Votre passion n'appartient qu'à vous, tout comme votre vision des choses, votre point de vue sur la vie, votre créativité. Votre appareil photo est unique. Composez votre kit idéal parmi une sélection de boîtiers plein format et d'objectifs Canon pour exprimer tout votre talent. Bénéficiez d'un remboursement pouvant aller jusqu'à 1 000 € sur une sélection de matériel Canon. Retrouvez tous les détails et modalités de cette offre exceptionnelle sur le site canon.fr/lens-promo. On est de retour sur Faut pas pousser les ISO. Je rappelle que nous sommes avec Adrien Branco, journaliste pour 01net, et Pierre-Marie Salomez, journaliste pour Chasseurs d'images. Cette semaine, c'est notre deuxième grand guide d'achat de fin d'année. On a déjà fait une émission il y a 3 semaines, je crois, qui est dédiée aux boîtiers. Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'univers des optiques et particulièrement aux optiques
pour les hybrides. Alors voilà, c'est très difficile de faire un guide d'achat exhaustif en matière d'optique. C'est pour ça déjà qu'on a essayé un peu de contraindre notre sélection uniquement à l'univers des hybrides. Et on a décidé d'organiser notre réflexion, notre sélection en fonction des focales. Alors on va parler évidemment donc des focales grand angle et des super grand angle. On fera une deuxième sélection pour les focales dites standard ou normales. Et une troisième sélection pour les longues focales que comprennent les téléobjectifs et les super téléobjectifs. Dans chaque catégorie, nos invités vont vous proposer soit une focale fixe, soit un zoom dans les principales montures hybrides qui existent, qui sont à savoir, peut-être l'incontournable, c'est la monture E-mount de Sony, qui couvre aussi bien la PSC que le 24-36 mm. La monture L, commune à Leica, Panasonic et Sigma, qui elle aussi couvre aussi bien le format 24-36 que le format APS-C. La monture RF de Canon pour le 24-36. Éventuellement la monture EFM si on a le temps pour Canon, pour les hybrides APS-C. La monture Z de Nikon, aussi bien pour la PSC que pour le 24-36. La monture micro 4 tiers pour Panasonic et Olympus, et enfin la monture X pour les hybrides Fujifilm au format APS-C. Alors voilà, avant de commencer la sélection, je vous propose d'écouter Jean-Marie Sépulcre, qui est une bible en tout ce qui concerne les optiques, et qui va nous expliquer un peu ce qu'est une focale finalement, et comment ça fonctionne, les coefficients de conversion à appliquer en fonction des tailles de capteurs. On l'écoute tout de suite. La focale d'un objectif, c'est la distance qui sépare le centre optique où se forme l'image, d'une part, de la surface sensible, d'autre part. C'est un capteur numérique ou un film argentique. Elle est donnée en millimètres, par exemple 24 mm, 500 mm, ou avec une fourchette pour un zoom à focale variable, par exemple 70-200 mm. Évidemment, ça serait trop simple si la focale était proche de la longueur réelle de l'objectif. Ça pouvait être le cas au siècle dernier. Mais aujourd'hui, il existe un de 20 mm qui mesure 108 mm de long ou un 500 mm de 237 de long. Des formules optiques de plus en plus complexes, mises en œuvre pour optimiser la qualité des objectifs, font que le centre optique peut se placer à une distance très variable de la monture. Donc la focale annoncée est un élément déterminant du choix puisqu'elle est directement liée à l'angle de champ, ça veut dire la portion du sujet qui va être captée par l'objectif. Cet angle de champ dépend de la focale, de la taille de la surface sensible. Le champ est très large en 24-36 avec la courte focale d'un grand angle. Par exemple, un 24 mm couvre 84 degrés du champ et très serré avec la longue focale d'un téléobjectif de 500 mm qui va couvrir 5 degrés. La courte focale donne l'impression que le sujet est plus éloigné du photographe et la longue focale le rapproche en l'agrandissant. Et vous me direz, la focale normale alors ? Elle va procurer une image proche de la vision humaine de base. Par convention, elle la donne en équivalent de la diagonale du format de prise de vue. En pratique, on a longtemps retenu une focale un peu plus longue de 50 mm, comme focale normale, dite standard. Seul Pentax commercialise un 43 mm, Sigma un 45 mm, mais beaucoup de photographes préfèrent le 35 mm d'angle un peu plus large, qui était considéré comme un grand angle au siècle dernier. En résumé, on peut dire que de 10 à 30 mm, on est en grand angle ou super grand angle, de 35 à 60 mm en standard, plus ou moins large, de 70 à 200 mm dans les téléobjectifs ou longues focales et de 300 à 800 mm voire plus dans les très longues focales ou super téléobjectifs. Mais qu'en est-il des formats plus petits ou plus grands que le 24-36 ? En numérique, c'est surtout les petits capteurs qui importent. On utilise un coefficient d'équivalence 24-36 en multipliant les focales de ce format par environ 1,5 pour les APS et 2 pour les micro 4 tiers. Donc, pour ce dernier cas, un standard 50 mm cadrera comme la longue focale de 100. Pour obtenir les effets d'un zoom grand angle 14-24 mm, il faudrait un 7-12 mm. Mais en revanche, le téléobjectif de 300 mm devient un super téléobjectif de 600 mm. Bon, alors on va commencer et on va s'intéresser dans la catégorie des objectifs grand angle. Donc on va se dire inférieur ou égal à 28 mm, qui sont par exemple très utiles donc, pour tout ce qui est paysage, photo d'architecture, astrophotographie, la photo du ciel et même dans une certaine mesure le reportage. Alors Pierre-Marie, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer en termes d'objectifs grand angle ? Alors si on commence par les derniers arrivés dans les hybrides des deux grandes marques, c'est-à-dire Canon et Nikon, leurs catalogues sont ne sont pas très complets en ce moment encore.
Et à part un zoom chez Canon, un 15-35 mm f2.8 qui est quand même assez cher, il n'y a pas d'autre possibilité de travailler en courte focale. L'autre solution, c'est de partir sur une focale fixe, par exemple un 24 mm qui était dédié au réflexe, mais de la monter sur l'hybride grâce à une bague d'adaptation qui est ou fournie avec l'appareil ou achetée séparément. Chez Nikon, ils ont privilégié on va dire le côté plus économique, puisqu'ils nous ont proposé un 14-30 f4 à 1300 € à peu près. Voilà chez les deux grands. Après, je ne sais pas si vous voulez qu'on parte tout de suite sur d'autres. Toi, Adrien, tu veux un petit peu intervenir sur ces deux marques-là particulièrement ? Moi, je suis un peu surpris, mais a priori, ça a bien marché. Il y a eu des analyses, ça marche bien la stratégie de Canon de faire du super vert très très cher. Mais c'est vrai que moi, je regrette qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Hein. C'est bon, big up. Si on parle vraiment que de Canon et Nikon, moi, c'est surtout big up à Nikon qui nous pond un 14-30 pas trop cher. Hein. Effectivement, il a 1200-1300 €. Et pour moi, si je pouvais le monter sur un Canon, ça serait mieux parce qu'effectivement, pour l'instant, c'est beaucoup trop cher. Après, j'aime beaucoup moi les focales fixes. Alors, j'entendais Arthur dire on va commencer grand angle à partir de 28 mm. Bon, un 35, c'est quand même considéré comme un grand angle quand même. Oh, c'est une question de point de vue. Je suis assez d'accord. Pour moi, c'est en dessous de 50. En dessous à partir de 35. 35. Je dois le dire, je suis choqué. Je suis choqué par ça. Non, mais blague à part, si on reste sur ces deux montures, il y a de beaux cailloux, mais pour l'instant, moi, il n'y a pas le genre de cailloux que j'achèterais parce que je ne suis pas du genre à mettre 2500 € dans un zoom, quoi. Après, pour la monture Sony E, il y a aussi les zooms grand angle Sigma et Tamron en 2.8 constant, qui sont nettement plus abordables. Ouais, mais là, moi j'avais joué avec le 12-24, hein, qui est pourtant pas leur haut de gamme, hein, si je dis pas de bêtises. Leur 12-24, il est top, il est F4. Contrôlez-moi si je dis pas de bêtises, mais je crois bien que c'est un F4 et il fait de super résultats. Enfin, on se fait vraiment plaisir. Il y a effectivement le Sigma, mais je crois que le Sigma c'est encore mieux. Hein, c'est 14-24 2.8, donc il est plus lumineux et tout ça. Sigma lance généralement c'est pas un grief, mais c'est un choix de la part de Sigma, c'est de faire du beau vert avec du beau métal. Et moi, je trouve ça toujours un petit peu lourd. Et il y a quand même si on doit rester chez Sony dans les optiques Sony, le Super 24-1.4. 24 mm 1.4, il est léger, il est compact. On met du flair dessus avec le plein soleil couchant dessus et il n'y a quasiment rien. C'est quand même impressionnant. Ça reste une optique chère. Hein. Les gens qui écoutaient, c'est quand même 1500 € pour un 24 mm. C'est très lumineux, c'est très léger, ça les vaut. Il faut aimer la focale. Mais là, on fait des images magnifiques dès la pleine ouverture. Ouais, moi par exemple, je suis plus de 28 mm que 24 et il y a un petit 28 f2 chez Sony, pas très connu, mais que j'aime beaucoup. Toi, Pierre-Marie, dans les ultra grand angle montureux, moi j'aime bien les petits Tamron. La série, la 20-24 35 en ouverture de 8, qui sont aux alentours de 400 €. Ils sont compacts, ils prennent pas de place sur un petit Alpha 7 III ou un 7C là, qui vient de sortir. C'est des petits outils sympas pour faire du reportage, pour faire de la photo de rue, pour faire même du paysage. Hein, 2.8, plus le capteur est stabilisé, donc il n'y a pas de problème de luminosité, ça passe bien. Chez eux encore, il y a le 17-28, qui est en ouverture 2.8. Ils ont pris le parti de faire une plage de focale un petit peu plus courte, ce qui permet de contraindre un peu les dimensions. Donc l'objectif reste très compact, et puis le prix est quand même moins élevé, puisqu'on est aux alentours de 900 € à peu près. Heureusement que tu les soulèves, c'est des super optiques, hein, les Tamron. Hein. J'ai fait mumuse avec un 24, c'est vrai que pour le prix, c'est top. La monture L, on a des choses en grand angle en monture L ? En monture L, oui, il y a Sigma avec le 14-24 qu'on peut monter sur un Sony, mais qu'on peut monter aussi grâce à la monture L sur un Lumix ou sur un Leica SL ou sur un Sigma FP. Sinon, en monture propre chez Lumix, eux aussi, ils ont fait comme Nikon, pardon. Ils ont sorti un 16-35 ouvert seulement F4, qui est un bon compromis. Ça permet d'avoir une optique qui est assez compacte et puis pas très très chère, enfin pas trop cher, pas très cher. Si, ça l'est quand même, 1500 €, mais un petit peu moins cher que le serait un modèle 2.8. Une fois de plus, c'est les tierces parties qui apportent des super solutions qui n'ont parfois rien à envoyer à regretter en qualité par rapport au gros et qui apportent vraiment les optiques qu'on peut s'acheter, quoi, une fois de plus.
Et il faut pas oublier le petit 20-60 de Lumix, ouverture glissante, qui est assez étonnant avec un joint d'étanchéité. Optiquement, c'est pas la panacée, mais le rapport qualité-prix est assez excellent. Ouais, moi je suis un peu embêté je le trouve un peu mou, moi, vraiment. Il est top, la conception est top si vous voulez, mais je le trouve vraiment, vraiment trop mou. Ah, disons que voilà, on va être dans le compromis. Moi, pour de la vidéo, avec un S5 par exemple, je trouve ça plutôt intéressant. Une chose à dire quand même sur le choix des grands angles, on a évoqué par exemple un Sigma 14-24 2.8 ou un Tamron 17-28. Pour les amateurs de filtres, il faut tenir compte du fait de pouvoir ou non dévisser un pare-soleil. Moi, j'utilise beaucoup de porte-filtres, coquins ou autres, voilà, et je suis assez sensible à ça, donc c'est quand même un truc à regarder, quoi. On reste sur le plein format ou vous abordez aussi vous voulez aussi aborder les autres montures? Faut dire un mot sur les montures, aussi sur les montures. Olympus 714, ça c'est réglé, la messe est dite pour le micro 4 tiers. Ah non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Le 818 Lumix, f2.8.4. Voilà, exactement, tu as bien résumé, on n'est pas du tout d'accord. Moi j'adore cette optique, j'adore cette optique. Si, moi je vais vous mettre d'accord. Sinon, il y a l'Olympus 918, le 456, il est tout petit, pas cher, et sur un petit Olympus, moi j'adore ce truc-là, je l'ai utilisé très souvent. Merci Pierre-Marie de trouver un compromis. Et notez qu'en APS-C, les Fuji, je ne sais pas si vous parlez Fuji ici, Fuji fait de très belles choses. Ils font pas 50 000 optiques, ils ont sans doute l'un des parcs les moins larges, hein, mais ils font du très très bon travail et leur 10-24 est vraiment top, quoi. Ah ouais, ils viennent de sortir une version 2 de cette optique qui est un petit peu plus robuste a priori, qu'on n'a pas encore testé, mais c'est vrai que c'est une belle optique. Et le 8-16 pour ceux qui ont les moyens, qui est très... Voilà, qui est une tuerie, quoi. Chez Fuji, moi j'aime bien les deux petits pancakes, ils sont pas récents, là, le 18 mm f2 et le 27 2.8. Mais ça permet là aussi de s'équiper pas trop cher, d'avoir un matériel compact et de pouvoir l'emmener partout, parce que l'intérêt c'est aussi de ne pas se charger comme une mule, parce que c'est vrai qu'un 14-24 2.8 c'est bien, mais il faut le traîner. Un 18 mm f2, ça fait 2 cm de longueur, et sur un petit XT200, même un boîtier entrée de gamme, ça a de quoi déjà bien apporter du plaisir. Je suis pas d'accord. Je suis contre ce 18 f2 qui, je vous le rappelle, est sorti en 2012 avec le premier X Pro 1. Il fait partie de cette première fournée, le 18 mm, qui était un équivalent 27, et le 14 est quand même largement, bon, il est plus large, mais il est même largement supérieur optiquement, en autofocus et tout ça. Donc pas d'accord, Pierre-Marie, n'écoutez pas cet homme à propos de 18 mm, ne l'écoutez pas. Bon bah voilà qui conclut cette première catégorie des optiques grand angle. Alors avant de passer à la suite, je vous propose d'écouter le témoignage d'Alain Blondel, qui est photographe et qui gère la boutique Créapolis au Havre, qui appartient au groupe Fox. On lui a demandé quelles étaient les optiques sorties cette année, qui étaient un peu ses coups de cœur. On l'écoute. Bah, effectivement, l'année 2020 a été très riche avec les nouvelles optiques hybrides. Donc, par exemple, dans la monture Canon RF, pour les hybrides R5, R6, il y a le nouveau zoom 15-35 2.8 qui me paraît être un zoom très intéressant parce qu'il regroupe tous les grands angles en un et à 2.8 d'ouverture. Donc, c'est le zoom pour moi idéal pour la photo de voyage et de reportage pour les amateurs avertis et les professionnels. Et puis, à l'opposé, toujours en RF, le nouveau 100-500 qui a une qualité extraordinaire. Et maintenant, on peut dire un zoom comme ça d'1,5 kg qu'on peut emmener en voyage et avoir un 500 mm de qualité avec soi tout le temps, bah, ça n'existait pas, quoi. Maintenant, deux optiques un peu, hein, donc un zoom grand angle et à l'opposé un 100-500 plein format exceptionnel de qualité. Si on passe chez Nikon, par exemple, il y a un zoom qui vient juste de sortir il y a quelques jours, c'est le 14-24 2.8. Ultra léger, 650 grammes pour un zoom de cette qualité-là. Pareil, qualité maximale pour un nouveau 14-24 2.8, qui me paraît être le zoom idéal pour le reportage et la photo de paysage. Dans un autre domaine, plus amateur, on va dire, le nouveau 24-200 VR Nikon, qui est un zoom vraiment polyvalent, un très bon rendu et léger pour les amateurs qui veulent pas s'encombrer de plusieurs optiques en voyage, par exemple. Mais j'ai un coup de cœur pour deux zooms de chez Olympus. Alors, un qui n'est pas encore sorti et un qui vient de sortir, qui n'est pas encore tellement diffusé parce qu'il est assez pénurique. Donc, on va parler en premier de la version 100-400,
de chez Olympus, qui nous donne la possibilité, toujours en voyage par exemple, d'avoir un équivalent 800 mm dans un poids très contenu et qualitatif. J'ai testé cette optique-là, c'est assez bluffant pour faire de la proxy photo, par exemple, à main levée. On fait des photos avec l'équivalent d'un 800 mm à main levée au 60e de seconde. Des trucs, on m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais rigolé doucement en disant mais c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Et maintenant, on l'a et pour un prix contenu, puisque avoir un 200-800 à 1290 €, c'est pas un prix délirant du tout. Et puis, je vais dire aux antipodes de ce modèle-là, le nouveau 150-400 qui est annoncé, dont on a les caractéristiques que depuis quelques jours, avec son multiplicateur 1,25 intégré, qui va nous faire un équivalent 300-1000 mm, 1,8 kg pour un objectif comme ça, portable, de qualité pro, tropicalisé. Certains amateurs s'insurgent en disant 8 000 € un objectif comme ça, enfin 7 900 € pour un objectif comme ça, c'est délirant chez Olympus, mais il n'y a pas d'équivalent sur le marché. Et si on regarde chez Canon ou Nikon, un 200-400 ou un 180-400, ça vaut 13 000 €. Il va falloir voir les résultats de cette optique. J'ai hâte de le tester et je pense qu'ayant plusieurs équipements, c'est un zoom qui risque de rejoindre mon sac pour les voyages photos que j'organise tous les ans. Bon, alors on voit bien que Alain a un faible pour les longs téléobjectifs et particulièrement les optiques Olympus. D'ailleurs, il propose une offre un peu exceptionnelle les 4 et 5 décembre. Il propose 10% de remise sur tout le matériel Olympus. On passe du coup à la deuxième catégorie de notre grand guide d'achat optique et on va s'intéresser aux focales standards. Et là, au risque de tous vous faire sauter sur votre chaise, comprises entre 35 et 105 mm, du coup, utilisables pour du reportage, de la photo de tous les jours, de la photo de rue, du portrait, voire même de la macro. Je donne la parole du coup maintenant à Adrien et je te demande quelles sont tes recommandations. Mettons, par exemple, pour commencer, en monture E. Bon, moi je suis un peu embêté parce qu'il y a vraiment deux optiques que j'ai jamais réussi à départager parce qu'elles ont chacune leur avantage, vraiment en monture E. Il y en a une, c'est une Sony, et l'autre, c'est la Tamron. Hein, vous les connaissez, je pense. C'est le sempiternel, pas du tout original, qui sur le papier, paraît tout à fait banal, mais le 24-105 FK de Sony est... Vous vous rappelez du 24-105 de Canon, on disait que c'était le workhorse de plein de photojournalistes. C'est la même chose, quoi. C'est l'optique, elle est bien construite, elle fait de belles images, elle est efficace. En un peu moins perfectionné ou parfait, on va dire optiquement, mais avec des images qui ont un peu plus de chien, j'aime beaucoup le Tamron 28-75 de 8. C'est vrai que dans les focales standards, dans les zooms qui vont rester dans ce truc-là, ça part du grand angle, mais on va beaucoup l'exploiter en 35, en 50 et tout ça. J'aime beaucoup les zooms à ce moment-là parce que des fois, moi, je sais pas faire de choix. Donc, quand je veux utiliser focale fixe, je le fais, je me force, je mets une focale fixe et je pars avec et je suis bloqué. Donc, moi, ça sera ça, soit du 35 mm. Et là, il y a des optiques. D'abord, il y en a une que j'ai, c'est le Sony Zeiss 35-1.4 que je trouve génial. J'assume, il paraît qu'il y a des gens qui l'aiment pas, je trouve génial. Et puis il y en a un autre, tu voulais du pas cher qu'on puisse acheter, il y a le Samyang, qui a rien à voir, hein. Dire, c'est un tout petit truc f2.8, c'est un pancake, il fait 35 mm, il est... je trouve magique. On dirait un bouchon de monture d'ailleurs, il est vraiment tout petit. Ouais, voilà. Et après, moi, j'aimerais tester, parce que là, vous direz, mais recommande-nous des trucs. Ouais, mais il y a des trucs, je les ai pas testés. S'il y en a une qui me le fait plus... Ah, ben si, il y avait le 50-1.8. Non, pardon. Il y a le 55-1.8, je dis pas de bêtises. Ceux qu'ils ont sortis à l'époque. Ouais. C'est ça, hein, c'était un 55-1.8. Voilà. Ouais. Alors là, c'est mon coup de cœur. Il a plein de défauts. Il est pas parfait optiquement. Il a pas... Trop cher. Moi, j'aime bien avoir l'ouverture crantée dessus. Je suis pas un vieux de la vieille, pourtant je suis pas si vieux que ça, arrêtez de dire que je suis vieux. Mais voilà, ça me manque parfois. Mais alors la qualité des images. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est une optique qui m'a valu, moi, de m'excuser auprès de Sony. Parce que quand ils ont annoncé leurs alphas, rappelez-vous, ils annoncent leurs alphas. Et je dis, mais c'est quoi une optique 55-1.8, alors qu'il y avait des 50-1.8 à 150 balles chez Canon. Il y a celle-là qui coûte 900 balles, mais c'est n'importe quoi. Et quand je l'ai testé, je suis revenu voir Sony, j'ai fait, OK, j'ai compris ce que c'est une optique qui déchire. Okay. Oui, toi, Pierre-Marie, t'en penses quoi? T'as testé un peu des optiques standards récentes chez Sony. Alors, si on prend la règle d'Arthur, par exemple, à partir de 35 mm, le 35-1.8, par exemple. Je peux me barrer si vous voulez, les gars. Je vous laisse terminer. Hein. Si, nous, on l'a testé. Le 35-1.8, oui, c'est au même titre que le 50-1.8 qui est sorti à
peu après, je ne sais plus exactement. C'est 2 optiques qui ne payent pas de mine, qui sont, on va dire, tout polycarbonate, hein, pour parler méchamment, mais qui en optique apportent énormément de confort de travail. Elles sont suffisamment lumineuses pour faire face à peu près à toutes les conditions lumineuses. Au niveau piqué, ça déchire, comme dirait Adrien. Donc sur un 7R, même sur un 7.3 ou sur un 7R3, même sur un 7R2, puisque Sony nous donne la chance de conserver à son catalogue les anciens modèles, même si les nouvelles références sont sorties, il y a des bons petits coups à se faire là, pour s'équiper pas trop cher. Et moi, en monture il y a 2 petits Sigma que j'aime bien aussi, mais c'est plus pour le format APS-C, parce qu'on l'oublie un petit peu. C'est vrai que Sony parle beaucoup de ses appareils à capteur 24-36, mais il dispose aussi de la série Alpha à 3 chiffres, hein, les Alpha 6000 et autres. Et chez Sigma, il y a le 31.4 et le 56.1.4 qui valent 400 €, qui sont 2 petits téléobjectifs, on va dire, puisque bon, avec le facteur de conversion, on est à 50 et 75, qui permettent de bien s'amuser. Si on aime les focales fixes, si on aime le rendu de ce genre d'objectif, bouger, aimer composer ses images en bougeant, il y a de quoi vraiment bien s'amuser avec ces 2 petites optiques. J'ai une recommandation, par contre. Pitié, n'achetez pas le 24-70 f4 de Sony. Ne l'achetez pas. Oui. Alors, pour une fois, on va être d'accord. Ouais, je suis d'accord. Oui, il n'est pas bon. Ne l'achetez pas. Il est petit, mais ça vous fait des images de smartphone. Je le déteste. Ok, on arrête d'en parler. Ça a le mérite d'être clair. On passe chez Canon et Nikon. Alors, chez Canon, moi j'aime bien, bon c'est vrai que je suis un peu focal fixe, c'est un peu mon problème. J'aime bien le 35-1.8, c'est bien chez Canon. Il vaut 500 €, il permet de faire du reportage, on peut descendre au rapport 1,5, donc il permet de faire aussi du gros plan, même en reportage c'est toujours intéressant d'aller choper un détail quand on fait, je sais pas, un petit reportage sur un métier à l'ancienne, sur quelque chose, de pouvoir. Donc moi j'aime bien, ça permet de pas changer d'objectif, le 35 est, enfin, selon évidemment si on aime ou pas, ou si on trouve que c'est sa focale. Pour le reportage, moi j'aime bien, et de pouvoir s'approcher, de pouvoir travailler comme ça c'est pratique, j'aime bien. Chez Nikon, là le problème c'est que toutes leurs focales fixes sont un peu chères, donc ça me tente moyen. Il y a un zoom par contre que j'aime bien qui a été mis en avant par le vendeur de Créapolis, qui est le 24-200. Là c'est à l'opposé du 35, hein. Autant avec le 35 on peut tout faire bien sûr, mais avec un 24-200 on peut là aussi tout faire avec une polyvalence qui n'a pas du tout de comparaison. Donc ce 24-200 pour 1 000 € permet de tout faire avec un objectif, de partir tranquillement, et puis voilà. Ça c'est mes deux plaisirs du moment chez Canon et Nikon. Je suis assez d'accord avec ta sélection, Pierre-Marie. Je trouve qu'on oublie tout le temps le Nifty 50 de Canon. Il y a le 51.8 STM qui arrive là, qui a un truc à 230 balles, qui a une formule optique qui est revue, qui sera pas cher, petit, léger, et qui va sans doute bien taper. Ça, c'est vraiment l'optique qui me fait le plus de l'œil chez eux, hein. Ainsi que le 35-1.8, qui était quand même 35-1.8 macro IS STM. Je sais pas si tu en as parlé, je crois pas. Si, c'est le pas cher. Ah oui, c'est celui-là, ok, d'accord. Oui. Je trouve vraiment génialissime. Moi, ce qui me dérange plus chez Nikon, parce que toi, tu disais, fort justement d'ailleurs, qu'elles sont un peu chères. Ouais, mais moi, ce qui m'ennuie vraiment, c'est qu'elles sont un peu chères en Europe. Je vous laisse jeter un coup d'œil et ne me faites pas le coup de mais oui, mais il y a les taxes aux États-Unis. En ajoutant les taxes, je suis tombé sur vraiment les fesses en regardant les prix ultra agressifs qu'a pratiqué Nikon aux États-Unis sur où on trouvait, je sais pas moi, le 85 1.8 à $600. Enfin, il y a vraiment. Autant j'adore, et je pense pas que vous puissiez vous tromper pour le coup, je les ai pas mal manipulées, les optiques Z, elles sont vraiment top. Par contre, le prix est un peu frustrant quand on regarde dans le monde quels sont les tarifs pratiqués ailleurs. Voilà. Ça me gêne vraiment, et je peux pas vous enjoindre à aller les acheter là-bas, mais si quand même. Et big up au 24-200 parce qu'effectivement, il est génial. Voilà. Allez, on va maintenant passer à la monture L. Est-ce qu'il y a des choses à dire un petit peu ? Bon, tu parles du 24-105 tout à l'heure, Adrien, qu'on a aimé tous, pour ceux qui utilisaient du Canon en monture EF. Mais il y a un 24-105 aussi chez Lumix, par exemple, qui veut se lancer un petit peu sur la monture L. Il y a de belles choses aussi. Moi, je vais rejoindre un petit peu ce que tu disais, Benjamin, tout à l'heure, le 20-60. J'aime bien la proposition. Il est un peu différent. Il descend plus bas que ce qu'on a l'habitude d'avoir sur des zooms transstandards.
c'est un plus. Alors c'est vrai que c'est un plus en vidéo, mais c'est même un plus en photo. Enfin, sortir avec un 20-60, je l'ai fait quand on l'a testé à la rédac, et ben, c'est pas inintéressant, quoi. C'est vrai qu'on se surprend à descendre la bague jusque 20 et trouver des images un peu différentes. Donc je l'aime bien, celui-là. C'est vrai que Panasonic a lancé la série S avec un 24-105 f4. Bon, c'est un peu le problème de tous ces zooms, c'est très polyvalent, on en a dans toutes les marques, c'est difficile d'en trouver des mauvais, parce que de toute façon, voilà, la technologie de l'optique moderne fait des prouesses un peu à n'importe quoi, grâce aussi aux corrections optiques embarquées, hein, on l'oublie un petit peu. Donc voilà, il y a un 45 chez Sigma, le 45-2.8, pour les gens qui aiment bien les focales, les objectifs en métal, tout en métal, un petit peu à l'ancienne, un petit peu comme toutes celles qui viennent d'annoncer aujourd'hui. C'est une focale un petit peu bizarre, on va dire, le 45. Hein. C'est vrai que c'est ni un 50, ni un 35. C'est assez lumineux, de l'8 à 45. Moi, je trouve que c'est... Comment ? J'aurais bien vu F2, F1, 8, moi, avec une focale comme ça. C'est vrai, mais bon, là c'est toujours pareil. Ce qui est paradoxal en ce moment, c'est que les gens veulent un objectif qui ouvre à 1,2, qui pèse 30 grammes, qui mesure 10 mm et qui coûte 30 €. Donc ça devient compliqué. Mais c'est vrai que dès qu'on augmente un petit peu l'ouverture maximum, tout de suite les dimensions s'envolent, le prix aussi. Donc les capteurs, c'est vrai que les capteurs montent bien en sensibilité. D'accord, 2.8, c'est pas un 8, c'est sûr. Mais ça permet déjà de faire de belles choses avec du 2.8. Et je vais faire mon Arthur Azoulay. Vous savez ce que c'est l'Arthur Azoulay ? L'Arthur Azoulay, c'est le mec qui, au lieu d'aller faire les photos, il regarde dans le moindre coin de son image pour « c'est trop beau, regarde comment elle arrache ». Eh ben, je suis d'accord pour une fois. Il faut essayer cette optique scandaleusement trop chère que c'est vraiment désolant. Le 24-70-2.8 de Pana est vraiment top, parce que c'est une espèce de gros canon bazooka. Si je dois faire des photos, je ferai des photos. Si je dois l'utiliser pour planter un clou, je planterai un clou avec. C'est ça. Il a un côté un peu satisfaisant, assumé, ouais. tropicalisé en acier. Je m'attendais à ce qu'il y ait des petits rayons laser sur les côtés, mais surtout quand je compare les images, parce que là j'ai un S1 pour tester le 20-60 en ce moment. Quand je compare les images que j'ai sorties au 24-105, au 20-60, qui est décent mais ça va, et celles faites au 24-70-2.8, j'ai vraiment l'impression d'avoir complètement changé d'appareil tellement c'est vraiment une excellente optique, juste elle est bien trop chère. Et merci Sigma de faire un 24-70-2.8, lui aussi très bien, mais 2 fois moins cher. Et on n'a pas dit un mot, mais rapide sur la macro quand même, parce que Sigma propose 2 optiques, mais ça vaut pour les montures E et L, les 70 et 105 mm là qu'on vient de tester, des GDN qu'on vient de tester. Sont vraiment remarquables, surtout le 105 mm Art. Moi, j'ai pu bien le manipuler et au niveau de l'ergonomie, c'est assez exemplaire ce qu'il propose. La bague de diaph, le fait de pouvoir décliquer en vidéo, etc. Enfin, c'est un modèle du genre, cette optique. On n'a pas parlé de Fuji, on a juste oublié de Fuji. J'ai juste mon petit plaisir, comme on est en macro. Chez Fuji, il y a le 80 mm. Il n'est pas donné, mais alors là aussi, c'est un pur plaisir à utiliser. Sur un XT4 ou sur même un XT3 ou n'importe quel boîtier Fuji. Les images, c'est du pur plaisir. Non, mais je suis contre. Je suis pas d'accord. Non, si, je suis tout à fait d'accord. Les images sont magnifiques. Je vais faire le Prolo. Là, c'est un transstandard que j'aime bien chez Fuji, moi. C'est le 18-135. Ça va absolument à l'encontre de ce que j'ai dit sur la qualité optique pure et tout ça. Mais chez Fuji, avec un bon boîtier, partir avec le 18-135 3.5-5.6, il y a tout. Ça correspond bien à la dimension des XT, hein, pas des XT Deep 3-4. J'aime beaucoup cette optique. Micro 4 tiers, un petit point rapide. Ouais, il y a le 12 chez Panasonic, il y a le 12-60-2.8.4 ou le 12-35-2.8. On a le choix, c'est le même prix. Si on aime plus large et un petit peu moins lumineux, ou si on aime un petit peu plus resserré et plus lumineux. Chez Olympus, le même en équivalent, on a le 12-45 f4. Il est sorti après le 12-42.8, mais le 12-45 f4 qui est à 600 €, c'est un bon plan. Ça permet d'avoir un objectif compact sur un petit Olympus. Et on a les très belles optiques Zuiko Pro chez Olympus aussi en 1.2. Oh bah, le 1240 f2.8 aussi en zoom qui est fantastique. 1200. Le 1200 et le 1200 mm qui est magnifique, F4. Et on fait le tour du monde avec. Voilà. Oh, il est super. Il est scandaleux. Non, mais il est magnifique. Alors là, c'est là où on se dit qu'est-ce que ça avait donné si les opticiens d'Olympus avaient fait du plein format. Mais il est absolument formidable. Et dans les focales fixes, absolument déraisonnable, car un peu trop gros, parce que en micro 4 tiers, le bokeh, blablabla, c'est le 25-1.2 que j'avais eu la chance de tester avec le M1 Mark II, et je trouve que les images, on a vraiment l'impression qu'elles sortent pas d'un micro 4 tiers, quoi.
ce 25 1.2 trop cher, un peu trop gros, un peu trop lourd, et moi je me suis bien fait plaisir avec. Ouais, et puis un mot rapide pour la macro micro 4 tiers, le petit Lumix 45 mm f2.8 qui est fort sympathique. Non, je dis, il faut absolument pas écouter ce que tu dis. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça d'ailleurs. Non, le 30 mm de 8 est formidable parce que pour 300 €, une optique stabilisée qui est capable de tout faire et qui est quand même moins restrictive que pour 60 mm, c'est quand même beaucoup plus polyvalent. Ok, on continue. Donc avant de passer à la suite, je vous propose d'écouter le témoignage d'un autre revendeur spécialisé qui s'appelle Vincent Basile. Il est le gérant de la boutique Camara Experience à Nantes et il va nous donner un peu son point de vue sur l'intérêt de l'occasion en matière d'optique. On l'écoute. C'est très intéressant, l'occasion actuellement en photo, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui passent sur du matériel neuf et qui souhaitent se séparer de leur ancien matériel. Donc on arrive à trouver des optiques ou des boîtiers à la moitié de leur valeur en neuf, ce qui fait qu'effectivement, ouais, c'est très très intéressant. On a régulièrement la question en magasin, à savoir s'il faut mettre plus un billet dans l'optique ou dans le boîtier. Et de fait, on conseille à tous nos clients d'avoir un boîtier un peu moins performant que ce qu'ils envisagent, mais de mettre un peu plus dans l'optique, parce que l'optique, ils vont la garder. En règle générale, ce sont des optiques qui sont parties pour 10, 15, 20, 30 ans. On est sur des belles constructions, on est sur des produits qui sont vraiment performants également. C'est-à-dire que des optiques qui ont 40 ans, on peut encore les remettre sur des boîtiers actuels. Alors sur les optiques, en effet, il y a pas mal de choses à vérifier. Ce qui est intéressant à regarder, en premier lieu, c'est les lentilles, voir s'il n'y a pas des traces de moisissure ou de champignons. Il faut également tester le diaphragme avec le bouton de test de profondeur de champ sur les boîtiers qui le possèdent, ou alors directement sur la bague si les optiques sont un peu plus anciennes. Vérifier s'il n'y a pas de traces d'huile sur les lamelles du diaphragme. Vérifier également la fluidité de l'objectif, de la bague de zoom et de la bague de mise au point, voir s'il n'y a pas de point dur. Une chose également importante à regarder, c'est quand vous zoomez, si l'objectif sort, il faut vérifier que le fût interne, donc ce qui sort, ne présente pas de rayures ou même de petites rayures, puisque ça peut être dû à la présence de sable. On peut vérifier également la baïonnette, voir si elle est en métal, si elle n'a pas été déformée suite à un choc, ou en plastique, voir si elle est cassée, parce que ça on le voit très fréquemment. Voilà. Et après, surtout, bien évidemment, tester l'autofocus, se mettre en AFC, en AF continu, prendre un sujet en mouvement et vérifier le tracking de l'autofocus. Et le piquer également, en prenant, vous pouvez prendre tout simplement des écritures en photo et vous zoomez sur l'image, vous regardez sur les bords, voir si l'écriture est bien nette. Alors nous, on va tester tous ces points-là, tous les points que je viens d'énumérer, on va les tester, on va énumérer tout ça. On a une sorte de checklist, et après, pour le client, ça va être plus simple et plus sécurisant, on va dire, pour la transaction évidemment, qu'entre particuliers. Les produits sont nettoyés, reconditionnés pour la vente. Ils sont révisés par des pros, bien sûr. Ils sont passés au banc d'essai, notamment sur des mires. On va y ajouter les accessoires manquants. Et bien évidemment, on va remettre une garantie sur le matériel. Alors, en règle générale, on est sur du 6 mois de garantie, voire 1 an pour les produits un peu plus haut de gamme. Comme quoi, c'est vrai que c'est pas complètement déconnant de s'intéresser au marché de l'occasion quand on souhaite investir dans une optique. Évidemment, si on est dans le domaine de l'hybride, les parcs d'optiques natives hybrides d'occasion sont pas encore extrêmement développés. Mais quelqu'un qui fait du réflexe ou qui même envisage d'utiliser des optiques réflexes sur un hybride avec une bague d'adaptation, là, c'est vraiment business. La boutique Camara Experience à Nantes fait des offres aussi en ce moment. Elle est en plein Black Friday. Elle a des offres exceptionnelles proposées sur quasiment toutes les marques et elle propose la garantie 5 ans et le paiement 3 fois sans frais offert encore pendant quelques temps. On attaque la dernière catégorie de notre guide d'achat et on va s'intéresser aux longues focales, aux téléobjectifs, aux super téléobjectifs, tout ce qui est au-dessus de 100 mm. Pierre-Marie, à toi d'ouvrir le bal et on va commencer pour changer avec la monture Canon RF. Alors en Canon RF, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Alors je vais pointer un truc un peu différent, le 600 mm f11 à 800 €, qui est un super téléobjectif à ouverture constante. Donc c'est un maniement un peu bizarre, mais finalement, en ce moment, c'est une approche différente. Je l'ai testé sur le terrain. On retrouve un petit peu, pour ceux qui ont connu, les 600 mm catadioptriques de l'époque, qui permettaient de bien s'amuser avec des focales longues sans dépenser trop d'argent. Donc chez Canon, moi, c'est ce qui me plaît. Monture Z, il y a des choses ?
En monture Z, malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Alors moi, ma solution, et une roadmap. Ce que j'utilise, Super. c'est les objectifs pour réflexe, comme le 300 f4, là, le 300 f4 compact, le PF, celui qui est avec des lentilles de Fresnel, avec la bague de conversion qui permet de monter les optiques de réflexe sur un hybride Z. On arrive à avoir une longue focale vachement intéressante. Elle n'est pas très lourde, elle est performante, elle reste compacte. C'est plutôt intéressant. Il y a la même en 500 mm. Là, c'est un petit peu plus cher, bien sûr, mais ça reste là encore très compact. Et malheureusement, chez Nikon, ils n'ont pas prévu de... Il y a un Z 70-200 de 8, mais il n'y a pas d'ouverture moins généreuse. Il n'y a pas d'F4 de mis dans la roadmap, et c'est un petit peu embêtant parce que ça veut dire qu'il faut rester sur des solutions pour réflexe avec une bague d'adaptation. Alors, à trouver en occasion, pourquoi pas. Partir sur du neuf en ce moment, sur des objectifs de réflexe, quand on est équipé d'un appareil hybride, c'est peut-être un petit peu à réfléchir, quoi. Voilà. Adrien, monture E, pour le coup, il y a beaucoup plus de choix en termes de téléobjectifs? Alors oui et non, ça dépend vraiment pour le grand public, oui, hein, bien sûr. Il manque toujours, si vous interrogez les photographes sportifs, hein, il manque de quelques très très grosses optiques. Elles commencent à arriver, on a vu les 400, 600 arriver là, mais on attend toujours le fameux 200-400 ou appelé les 180-400. Il y a un 200-600 quand même. Rêve. Alors oui, 200, tout à fait. Alors là, on parlait quand même des manques optiques. C'est vrai que je suis parti bille en tête sur les manques optiques pour les professionnels. Effectivement, il y a ce monstre que je n'ai pas testé et qui, à mon avis, doit pouvoir permettre de se faire bien plaisir. Ça reste à 2 000 €. Là, repartons sur le grand public. Il faut rappeler quand même que c'est des ouvertures assez modestes. Hein. C'est du 6.3, c'est ça? Bon, là, effectivement, on va privilégier les capteurs les plus sensibles, hein, on va essayer d'éviter la 7R Mark IV, quoi. Donc, pour les pros, il manque encore quelques focales. Ouais, pour le grand public, celle-là, quand il y a encore de la lumière, c'est bien sympa. Après, j'ai un biais. Voilà, il faut l'admettre. J'ai un biais complet. Pour les longs téléobjectifs, moi, ça me saoule, les bazookas. Ça me fatigue. Et en fait, c'est ça que je trouve d'assez génial et un peu peut-être tragique dans le destin du micro 4 tiers, c'est que franchement, c'est la monture. S'il y avait un tout petit peu plus de R&D qui soit mise dans les capteurs, c'est la monture idéale pour s'éclater avec les longs télé. Alors, je ne vais pas rajouter grand-chose par rapport à Pierre-Marie sur Nikon et Canon. Hein, tout a été dit. Il y a tellement peu d'offres en plein format que voilà. Sur Sony, s'il y en avait un seul que je devais m'acheter, ça serait soit le 100-400. Parce que le 100-400, j'ai fait Mumuse avec, il est bien. Le problème, c'est qu'il est vraiment très très cher, quoi. C'est 2800 €. Il est plus cher que le 200-600. Ouais, mais après, c'est du 4-5-5-6. C'est une très belle optique. C'est une super optique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'avait testé là sur des chevaux qui couraient. On obtient de super images, mais c'est 2800 €. Donc, il y a les optiques super chères chez Sony. Il y a justement et ce 200-600, mais dans tous les cas, je ne sais pas si c'est que je suis feignant ou que j'ai mal au dos ou je suis vieux, mais moi, ça me fatigue de transporter des lance-roquettes. Et pour moi, le micro 4 tiers ou l'APS-C, c'est quand même royal. Alors la transition est trop belle, mais c'est difficile d'oublier quand même le 100-400 Contemporary aussi de Sigma en monture L et E. Donc le 100-400 Sigma, oui, il est en monture Contemporary, donc il vaut 1 000 € et c'est vrai qu'il offre une plage de focale qui est déjà suffisante pour faire des belles images parce que ça évite de partir trop longtemps, trop loin. Le 200-600 Sony est bien sûr, mais 600 mm c'est déjà très très long et il a tendance, de toute façon, avec ses zooms, c'est toujours les utiliser à fond de zoom, donc avec beaucoup de déception, parce que 600 mm 6.3, il faut quand même être assez adroit pour obtenir des images bien piquées. Le 100-400, pour moi, est plus raisonnable, on se fait vraiment plaisir, et en plus, on investit moins, donc 1 000 €, le Sigma 100-400, c'est un bon plan, en monture L ou monture E. Vivement, d'ailleurs, qu'ils ouvrent leur monture... qu'ils ouvrent la possibilité de les monter sur des Canon et sur des Nikon. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais je le souhaite rapidement. Bon, on a parlé des petits capteurs, il faut dire un mot, parce que là, c'est vrai que s'il y a un format un peu roi pour les longues focales, c'est quand même les petits capteurs. Vendez tout, vendez famille et enfants, partez sur votre navire à la découverte d'une île déserte et trouvez des animaux incroyables et shootez-les avec le 40-150. C'est une optique qui date un peu maintenant, rappelez-vous, elle date de 2013 si je dis pas de bêtises. Elle n'est pas stabilisée, donc effectivement, elle se conjugue mieux avec la synchro de Stab Capteur d'Olympus. d'Olympus, elle marche aussi sur Pana, mais peut-être de manière un peu moins efficace. Mais c'est vraiment une optique qui pique et qui fait mentir souvent le fait on peut pas avoir du détail sur le micro 4 tiers, que si, on peut en avoir. Et puis ça, c'est l'optique qu'on peut s'acheter, ça fait quand même un 80-300 de 8.
Je pense que ça fait quand même une super plage focale. Et puis là, moi, j'ai été sidéré parce que je n'ai pas eu en main encore. Hein, j'ai demandé à pouvoir jouer avec. Il y a le monstre hein, qui est sorti là. Alors, je dis pas de 150-400. C'est ça. C'est ça. Avec convertisseur intégré. Avec le convertisseur intégré, j'ai vu des images sorties d'Imaging Resources, je crois, qui ont mis la main dessus et qui, eux, savent faire des photos animalières, contrairement à DP Review. Désolé d'avoir taclé, mais j'en ai marre que DP Review et les optiques avant tout le monde et qu'ils ne savent pas faire des photos. Les images sont magnifiques. Les images de cette optique qui coûte 8000 balles, je crois. Je dis pas de bêtises, c'est ça, c'est 8000 balles. C'est 7999 €, donc tu dis pas trop Ouais, de effectivement. Alors mathématiquement, je crois qu'on peut pouvoir dire que c'est 8000 €. Elle est pas chère du tout, effectivement, par rapport à. Enfin, imaginez toutes les optiques que ça remplace. Et elle est, enfin, elle m'a donné envie de faire des photos sur circuit ou dans les stades de foot. Moi, qui n'ai absolument aucune envie d'aller sur un circuit ou sur un stade de foot, ça m'a vraiment donné envie de faire ça parce que elle est d'une compacité incroyable, elle est d'une technologie incroyable et les images qu'elle sortent sont magnifiques. Mais en micro 4 tiers, vraiment. Le 40-150 d'Olympus est absolument fabuleux. Ouais, c'est pour ceux qui font du spectacle ou qui aiment bien chercher les moindres petits rayons de lumière. Il y a le 75 mm 1.8 chez Olympus. Ça fait un équivalent 150 mm, donc 150 mm 1.8. Il y a déjà de quoi bien s'amuser. En plus, c'est une optique qui me plaît bien. Moi, je l'ai utilisée pas mal au moment où elle était sortie. Elle date déjà un petit peu, mais je l'avais demandé pour tester sur l'Olympus OM10, le dernier qui vient de sortir, le petit OM10 Mark IV. Et je me suis bien amusé avec le 75 mm. C'est une belle focale. Je valide, elle est magnifique, c'est top. Et n'oublions pas, complètement déraisonnable, le 300 mm f4. C'est un 600 stabilisé. On se retrouve avec un 600 f4 stabilisé. Alors oui, c'est 2500 €, mais bon, vous avez vendu femme et enfant, vous pouvez quand même vendre un rein maintenant. Ça permet de faire des photos d'oiseaux absolument incroyables, comme moi, quand on est nul en photo alimentaire, quand on sort des images comme ça, c'est vraiment incroyable. Ouais, c'est vrai, la double stab marche particulièrement bien avec cette optique-là. Du côté de Fuji, vous avez des préconisations ? Moi, j'aime bien le 55-200, le 55-200 f3.5-4.8. On parle souvent du 50-140 de 8 ou du 100-400, mais toujours dans le même esprit que ce que je disais tout à l'heure pour le 100-400. Le 55-200, c'est un objectif raisonnable, ça fait déjà un 70-300, même 350. Ça permet déjà de bien s'amuser, de faire des images. De toute façon, entre 350 et 400, il n'y a pas énormément de différence. Et il n'est pas très cher et il est assez compact. Et moi, je trouve que c'est un bon objectif qu'on oublie. Puis dans le même esprit que le 75 de chez Olympus, le 90 f2 de chez Fuji. Là, c'est pareil. Pour celui qui aime le portrait, pour celui qui fait du spectacle, avec un boîtier discret en obturation électronique, stabilisé comme le XT4, c'est du velours, c'est du pur bonheur. 100-400 pour ma part, moi. 100-400 chez Fuji, parce qu'il a un téléconvertisseur intégré. Alors, c'est bête, mais moi, ça m'amuse énormément d'avoir un téléconvertisseur intégré. J'ai pas trop à me justifier. Et pour la performance, parce que voir l'optique, il y avait eu des rumeurs, on l'a vu se dévoiler, et par le 200 mm, est absolument dingue. J'ai vu des images d'automobiles et je rappelle que je n'ai absolument aucun intérêt pour les photos automobiles. Le blanc, là, c'est ça, de chez Fuji ? Oui, c'est le blanc qui coûte 6 000 €, c'est absurde. Donc, rêvez dessus ou empruntez-le ou louez-le, hein, mais achetez le 100-400 évidemment. Mais celui-là est assez formidable parce qu'il sort des images incroyables. Vous shootez quand même avec un 300 mm f2. Donc ça, quand même, on voit quand même l'APS-C, Fujifilm, il maîtrise bien. Et il a un téléconvertisseur intégré. Il est tropicalisé, patin couffin. Donc c'est comme pour l'automobile. Hein, vous avez bien rêvé sur la Ferrari, mais la bonne Laguna pour moi, c'est le 100-400. Bon bah voilà, ça fait une grosse sélection dans différentes catégories de focales. Merci Adrien, merci Pierre-Marie. Moi j'ai une dernière question à vous poser, une question qui tue. Alors, si une optique devait résumer l'année écoulée, ce serait laquelle ? Adrien. Ah non, tu refiles ça direct à Pierre-Marie et tu me laisses réfléchir. Non, attends, c'est la question qui tue, et là tu viens de me flinguer. Non, je suis con. Allez, si tu sais quoi, allez, je ne me défilerai pas, c'est l'optique d'Olympus. Voilà, c'est de la 150-400, là. Voilà, ça c'est l'optique qui tue. D'abord parce qu'elle tue ton compte en banque. Voilà, parce que quand tu es en micro 4 tiers et que tu as des optiques à 200 grammes, elle tue ton dos, elle tue ton set complètement, 1,8 kg et tout ça. Parce que, alors que Olympus, on se dit Olympus va mourir racheté par un fonds d'investissement patin couffin, machin. On ne sait pas où sont les équipes et tout ça. Ils te sortent quand même l'optique la plus chère jamais imaginée sur le micro 4 tiers. Si c'est pas l'optique qui tue ça, et c'est l'optique qui te donne envie d'investir dans un système que tu crois qu'il est mort.
Attends, voilà, pour moi, c'est l'optique qui tue, c'est l'optique qui tue tout. Pierre-Marie. Pour moi, ça serait le Sigma 85 1.4, le DGDN en monture E ou monture L. Ils ont sorti un 85 1.4 qui retrouve des proportions qu'on avait un petit peu quand on faisait de la photo avec des objectifs à mise au point manuel, les genres 85, 1.4, ou ce genre d'optique. Il est tout petit, il tue la mort en performance. Monter sur un 7R4, c'est à tomber. Donc là, en performance pure. Après, pour la qualité des images, ça dépend de l'œil. Voilà, cette année, ils ont sorti ça, Sigma, et oui, voilà, c'est ce qui me plaît bien. Benjamin ? Pour moi, ce serait une optique de confinement gérée sur une optique macro. J'en ai parlé tout à l'heure. Moi, le 105 Sigma Art DGDN m'a vraiment bluffé. Il m'a impressionné. Alors, il y a les performances d'une part, mais il y a surtout l'ergonomie. Voilà. Et cette optique est pour moi exemplaire. Elle réunit un petit peu tout ce qu'on aimerait avoir sur une optique. En tout cas, moi, ce que j'aimerais avoir, la bague de diaph, tout ce qui est programmable, etc. C'est vraiment super bien construit. Donc, ce serait celle-ci. Ok, merci beaucoup. C'est le moment de faire un petit point sur vos actualités respectives. Adrien, qu'est-ce qui se passe sur 01net en ce moment niveau photo ? Alors, j'ai une liste de tests longue comme le bras. Pour prendre un petit peu le contre-pied, donc à 01net.com, je suis chef de rubrique photo, mais je suis aussi, j'ai une deuxième casquette dans les semi-conducteurs, ce qui m'amène à être sous la pression constante de mes collègues qui testent des smartphones, à tester des smartphones. Donc, chez nous, l'actualité, elle va être assez riche en tests photo smartphone. Voilà. Donc, j'entends les cris d'orfraie me traitant de sale collabo du smartphone. Voilà, je comprends. Hein, oui, je suis vaincu par l'intérêt incroyable qu'ont les lecteurs pour les modules caméra des smartphones. Donc, ce qui va arriver actuellement, donc le test de l'iPhone 12 Pro Max Turbo Diesel X4 TDW12. Non, parce qu'il y a un moment, il va falloir s'arrêter avec les suffixes quand même. Donc, il y a le nouvel iPhone 12 Pro Max qui arrive bientôt. Il y a le Mate 40 Pro avec son incroyable module ultra grand angle, parce qu'il a un super grand capteur pour les smartphones, c'est top. Et puis, il y a le Pixel 5. Voilà. Donc ça, j'ai des appareils photo, mais je me suis dit, on en a tous à tester. Je vais laisser Pierre-Marie nous faire mijoter pour les boîtiers qui vont tester. J'ai les deux Olympus qui sont par exemple sur le feu, et j'ai le S5 qui devrait arriver bientôt. Mais ce que vous allez voir arriver sur 01net dans les tests photos, c'est des smartphones. Pierre-Marie, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le prochain numéro de Chasseurs ? Dans le prochain, déjà on va profiter de celui qui est encore en kiosque presque 3 semaines. Oui, puisque le suivant sortira que pratiquement pour les fêtes de Noël. Donc dans celui-là, on a mis en avant une sélection d'appareils pour photographier sans se ruiner. On a choisi, à la différence de ce qu'on fait d'habitude, on fait un guide d'achat exhaustif, de se concentrer sur les appareils aux alentours de 1 000 €. Je pense qu'il est important de relayer le message qu'on peut se faire plaisir à photographier sans pour autant se ruiner, et qu'avec déjà 1 000 €, on arrive déjà à bien s'amuser, et on s'appuyait sur les tests des récents Lumix G100, Fuji X-T200, Olympus OM10 Mark IV pour proposer en plus de ces tests-là une sélection d'appareils en pointant leur grosse qualité, leurs petits défauts, parce qu'il y en a quand même, bien sûr, pour pouvoir justement se faire plaisir sans se ruiner. Je vous remercie vraiment infiniment, Adrien et Pierre-Marie, d'avoir été avec nous. C'était un véritable plaisir et j'espère qu'on aura l'occasion de vous réinviter sur d'autres thématiques. Pas sur les smartphones. Pas sur les smartphones. Non, je plaisante. En 2021 sur la saison 2 du podcast. Merci beaucoup. Merci à tous et très bonne journée. À bientôt. La semaine prochaine, nous vous proposons exceptionnellement 2 rendez-vous. Mardi, pour commencer, vous pourrez écouter une émission spéciale avec Tamron dans laquelle nous vous ferons découvrir en détail leurs optiques hybrides Sony avec de nombreux témoignages de photographes. Et puis jeudi, comme d'habitude, nous vous proposerons une émission dédiée à Instagram. Nous nous demanderons quelle est la place d'un photographe sur ce réseau social et vous donnerons tous les conseils pour réussir à vous y faire remarquer. Nous aurons au micro de nombreux experts, comme par exemple les photographes Johan Lolos ou Aurore Alifanti et même Eric Bouvet. Et on aura aussi des spécialistes des réseaux sociaux avec Anthony Chélan et Mathieu Mars. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le nouveau podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous est proposée par Le Monde de la Photo et cet épisode vous a été présenté par Tamron,
fabricant d'optiques pour réflexes et hybrides numériques. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou encore YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.